Bonjour et bon début de semaine à tous, madame, messieurs. C'est la toute première édition de la revue Les Grandes Unes de la semaine. Qu'est-ce que la presse propose ce matin? Découvrons ensemble et en faisant un tour dans les kiosques la nouvelle expression par les diplomaties, ce que Macron a voulu dire. D'ailleurs, réagissant face à la presse au cours de sa visite officielle au Nigeria, il y a quelques jours, le président français Emmanuel Macron, qui n'est pas encore venu au Cameroun, a répondu à quelques questions relatives donc à la stabilité du pays et aux enjeux de la décentralisation. C'est à lire en page 3 du journal. Le même journal parle également du Nord-Ouest, voyage chez des sécessionnistes. Notre reporter, en tout cas le reporter de la nouvelle expression, a sillonné les routes de certaines localités contrôlées par les groupes armés. Le vivre ensemble est mis en mal, donc en page 7 de ce numéro. Le plan d'assainissement ou le plan d'assistance humanitaire également évoqué dans le journal La Nouvelle Expression. Et si on ravitaillait les sécessionnistes, c'est aussi ce que dit le journal. Le plan d'assistance humanitaire d'urgence pourrait donc davantage profiter aux auteurs des troubles qu'aux véritables destinataires. Voici pourquoi donc, et tout cela en page 2 du journal qui parle aussi de la CAN 2019 avec les chantiers à l'épreuve du temps, malgré les travaux qui avancent à un taux satisfaisant à Douala. De nombreux ouvrages restent donc à réaliser avant le début de la compétition. C'est à lire en page 9 de la Nouvelle Expression de ce matin. Le journal Détective parle de crise anglophone avec le Congrès américain qui embarrasse les sécessionnistes face à la réticence de Washington à intervenir immédiatement dans la crise anglophone. Les leaders de la sécession implorent la pression même des États-Unis sur l'Union européenne, la France et même la Chine. Pour des indépendantistes seuls, ces partenaires sont donc capables d'engager les actions coercitives donc contre Paul Biya. C'est à lire en page 6 du journal, le journal Détective de ce matin qui parle également du terrorisme, migration et même la francophonie, convergence de vues entre Paul Biya et Macron. C'est aussi à lire dans le journal en page 3 de ce numéro dans les kiosques. C'est Détective. Le journal Le Popoli qui est dans les kiosques s'intéresse notamment à Congo Dedans, parlant notamment de Congo Dedans qui est donc accusé de détournement au Parlement africain. Donc toutes ces griffes sont donc présentées. Il estime qu'il reste le Camerounais jusqu'à la moelle épinière et il reste toujours en haut et debout. C'est ce qu'il dit d'ailleurs le journal satirique ce matin, Le Popoli. Le journal Éco-Matin parle bien sûr de scandale à 3 milliards de francs CFA. Il y a même bras de fer entre contribuables et les impôts dans le centre. C'est à découvrir dans le même journal. C'est un article donc à lire pour parler qui dévoile un peu l'attitude de ces contribuables qui aujourd'hui ont payé des frais mais n'ont pas eu de résultats et même des reçus selon ce que le journal propose ce matin. C'est un article à lire dans le numéro Éco-Matin. Et puis l'Indépendant s'intéresse bien entendu au chantier de la CAN 2019 Mafia autour d'un marché de 42 milliards de francs CFA. L'appel d'offres international donc du 26 juin 2018 relatif justement à la réhabilitation de la pénétrante est de Douala, aujourd'hui a connu des soubresauts qui sont évoqués par le journal L'Indépendant ce matin, parlant du chantier de la CAN. Donc, qu'est-ce qui ne va réellement pas? C'est la question, mais la réponse est à lire dans le journal, en page 3. Le journal s'intéresse aussi aux entreprises publiques camerounaises. Ces directeurs généraux sur siège éjectable, c'est à lire dans le numéro disponible ce matin. Et puis, l'anecdote s'intéresse au Parlement panafricain avec Kododan, qui déshonore le Cameroun. C'est à découvrir dans le numéro disponible ce matin. Le même journal s'intéresse aussi à l'accident de la circulation avec une trentaine de morts à Ndikilmeki. C'est à lire dans le numéro disponible ce jour. Le journal L'Essentiel parle du plan d'assistance humanitaire. On a dépassé le milliard de francs CFA. C'est à lire en page 3. Et également, c'est un dossier que propose le journal. D'autres sujets également sont à découvrir aussi si vous faites un tour dans les kiosques ce matin. Et puis le du Sahel s'intéresse à la santé publique avec le choléra qui refait surface dans le Nord. Combien de morts déjà enregistrés? Le journal n'évoque pas, mais il parle quand même des différents cas enregistrés aujourd'hui. C'est à découvrir dans le même journal. Et les travaux également dans le maillot d'Anaï qui ne sont pas achevés, mais avec les travaux publics déjà réalisés à plus de 70%. Il reste encore à faire. C'est le chantier évoqué par le journal Le Sahel de ce matin. Et puis le centre hebdomadaire parle de scandale financier. Ces sociétés d'État dans la tourmente judiciaire. C'est à lire dans le journal avec les détournements de fonds qui leur sont donc imputés, parlant notamment de ces directeurs des sociétés, avec notamment le tribunal criminel spécial qui est aux trousses donc de ces derniers. C'est à lire dans le dossier proposé par le journal ce matin.
Le journal Intégration, qui s'intéresse aussi à la CEMAC, parle notamment de la fusion des marchés financiers donc, qui dérapent. Quels sont ces marchés en tout cas? Quel est le processus? C'est à découvrir dans l'article proposé par le journal Intégration. Le journal parle également d'autres faits aussi, même de la politique et même le poste de poste central Yaoundé avec le Fundi qui écrit donc son roman Fleuve. Donc c'est à lire dans le numéro disponible. Chaque fois qu'il pleut, on voit notamment des mares d'eau et même de l'eau carrément qui inonde tout de la poste centrale du côté de Yaoundé. C'est ce que dit le journal disponible. Et puis Info Matin parle de coopération Ségolène Royal au Cameroun. C'est à lire dans le numéro. L'ex-ministre française donc de l'environnement arrive au Cameroun pour rencontrer les femmes et parler notamment des questions électorales aussi. Le même journal s'intéresse à un autre fait, parlant de marchandage, des notes, donc la mise au point de l'université de Yaoundé 1, à lire dans le numéro disponible également ce matin. C'est le d'Israël, parlant notamment le journal Info Matin. Et puis, le quotidien de l'économie s'intéresse aux malades des insuffisants rénaux par exemple, qui parlent bien sûr, et qui évoquent notamment ces différents cas enregistrés à l'hôpital général de Yaoundé et de Douala, pour dire qu'il n'y a toujours pas de proposition fiable pour ces différents cas et évoqués par le dossier proposé par le journal ce matin. D'autres cas également sont évoqués par le numéro, par le journal. Le Cameroun affûte notamment ses armes pour les financements verts. Et aussi, on découvre tout cela dans le numéro avec l'Ouest qui au sommet de la collecte avec 400 millions de francs CFA. Ça a découvert dans le même journal, le quotidien de l'économie. Et puis la météo parle de l'eau et de l'électricité avec des difficultés rencontrées, la fin du calvaire, peut-être possible aussi, selon le journal, le barrage de Meuvelé et même des dos électriques qui sont donc évoqués par le journal nous permettent aujourd'hui de découvrir qu'il y a toujours des difficultés à ce niveau-là, même si on apprend qu'il y a de l'eau potable et même de l'électricité. Et à un certain niveau, il y a toujours des problèmes. Présidentielle 2018 dans le même journal, on parle de force et faiblesse des candidats déclarés, c'est à lire dans le journal. Et puis le quotidien Le Jour qui est dans les kiosques également ce matin parle de 31 morts à Ndikinemeki, c'est dans la région du centre, c'est à lire tout le dossier proposé par le journal, les problèmes, quelles sont les causes de cet accident et même à qui imputer donc justement ces différents cas. C'est aussi tout au moins le dossier proposé par le journal Le Jour. Le journal est également disponible de ces mutations qui parlent notamment de la crise anglophone, la crise sécessionniste avec tout un grand reportage qui a été réalisé par les reporters de mutations. C'est à lire dans le dossier proposé ce matin. Voilà ce que la presse nous propose pour commenter quelques sujets. Thierry Niapé sur ce plateau, bonjour. Bonjour Flavien Dongo, déjà bon retour. Merci. Sur le plateau de la revue des Grandes Unes. Je dis également bonjour à Ben Nabatana. Si vous le permettez, j'aimerais interpeller le délégué du gouvernement pour la communauté urbaine de Douala, le Dr Funston Tonné, et notamment des ministres en charge du développement urbain, notamment le ministre de la ville, M. Mbouenchou, et celui de la décentralisation. Parce que si ces gens disent aimer le chef de l'État, alors que nous sommes à l'orée d'une élection présidentielle qu'on annonce pour octobre 2018, ces gens comprendraient qu'il faille faire des efforts pour améliorer les infrastructures, ne serait-ce que routières de la ville de Douala. Parce que entre Logbaba et Yassa, notamment Château Niala, la route est devenue impraticable. Il est difficile de se rendre de ce côté ou de passer par cet axe pour rejoindre l'axe Lou. Quand vous prenez le côté Ndokoti, hôpital général, en passant par Sokaver, donc Pandobon, la route est impraticable. Quand vous prenez également du carrefour Cité des Palmiers pour l'hôpital général, c'est la même chose. En réalité, toutes les villes, toutes les routes de Douala sont dans un piteux état et cela nécessite d'urgence d'une solution. On ne peut pas comprendre que Douala, qui va abriter quand même la CAN qui s'annonce en juin 2019, nous présente le visage d'une ville d'après-guerre. Vivement, monsieur, si vous aimez encore le président Biya, faites quelque chose. Merci d'être là également ce matin. Avec nous également Bernard Batana, bonjour. Thierry Niopé a commencé par un coup de gueule. Oui. Sans constat, il est véritable. On voit, les routes de Douala sont en très mauvais état. Oui, il est là. Il faut que ces routes-là soient au moins réparées pour que, ne serait-ce que les embouteillages qu'on vit tous les matins, qu'ils soient enrayés. Mais moi, plutôt, quand j'entre, j'ai une pensée pour ces trentaine de personnes qui ont péri dans ce qu'il convient d'appeler l'hécatombe de Boutourou, où les gars aux aurores, ils sont morts. On s'imagine ce qu'ils ont vécu entre 4 heures le matin quand l'accident survient et 6 heures quand le premier paysan vient découvrir la voiture dans la broussaille.
Cela veut dire que, quelque part, si les secours étaient venus tôt, on aurait pu sauver quelques vies humaines. Vraiment, c'est à déplorer. Il faut le dire pour dénoncer la façon dont les agences de voyage gèrent leurs chauffeurs et autres là. Vraiment, en cette période de vacances scolaires, il faut que des accidents comme ça ne se produisent pas. Les pouvoirs publics devaient mettre tous les moyens pour que ce genre d'accident ne se reproduise plus. Now, I say good morning to those from Bokwango. Bokwango, it is at Buea in the southwest. I say good morning to those from Menankweng. Menankweng is at Bamenda in the northwest. Let you take care and God will bless. Très bien. Ce sont des localités en tout cas camerounaises, bien entendu, il faut le rappeler. Alors, donc, on commence par la nouvelle expression ce matin qui revient également sur la diplomatie avec ce que Macron a voulu dire à Paul Biya. Donc, réagissant face à la presse, il était au Nigeria. Il y a quelques jours simplement, le président français a eu une conversation avec le président camerounais sur les différends que l'on observe dans notre pays. Oui, au-delà de cette conversation téléphonique qui a fait le show gras de la presse, écrite durant toute la semaine passée, il y a également eu cette conférence tenue en marge du 31e sommet de l'Union africaine où le président Macron est revenu justement sur la crise qui secoue les zones anglophones. Il est revenu justement sur les enjeux de la décentralisation. Mais en réalité, je ne sais pas ce que le président Macron a pu dire au président Biya, encore moins aux Camerounais, que les Camerounais nous disent au quotidien. Nous le disons tous les jours sur ce plateau. Et je vous rappelle que le président Macron, même en France, est en baisse de popularité, que ce soit au niveau de la gauche, de la droite ou du centre. Il est en chute libre. D'ailleurs, il a convoqué un congrès du côté de Versailles pour se refaire une santé à ce niveau. Donc, est-ce qu'on peut considérer ça comme étant des conseils quand même qui en réalité, si au moment où, même chez lui, il n'a pas pignon sur eux, ce n'est pas au Cameroun qui viendra donner des leçons de gouvernance. Parce qu'en réalité, il n'a rien dit aux Camerounais que les Camerounais ne savent déjà. Les enjeux il a quand même précisé que ce n'est pas à lui de dire tout ça, mais voilà, il a revenu quand même pour attirer l'attention. On ne voit pas pourquoi la presse va ergoter là-dessus. On le dit tous les jours. La décentralisation fait partie de la constitution du Cameroun qui a été votée en 1996. C'est la loi fondamentale. On dit que le Cameroun est un État unitaire et décentralisé. On l'a dénoncé longtemps ici. La décentralisation au Cameroun va à pas de tortue. Il faudrait qu'on accélère davantage. Le chef de l'État, lors de son dernier réaménagement gouvernemental, a mis l'accent sur un ministère de la décentralisation qui peine à retrouver ses marques parce que même le personnel n'est pas encore outillé, n'est même pas nommé dans ce ministère. Le ministre vadouille encore de bureau en bureau. D'aucuns estiment qu'il a déjà trouvé une place fixe, mais le personnel n'existe pas encore. Donc il faut juste mettre l'accent là-dessus. On parlait encore de l'organigramme même de ces... Voilà, il faut mettre un accent là-dessus pour lancer véritablement la décentralisation. Parce que c'est un enjeu crucial. Si les régions étaient certainement mieux décentralisées, les problèmes que nous enregistrons au quotidien ces derniers jours au Cameroun seraient certainement moindres. Très bien. Alors, Bena Batana, le sujet est là, il est évoqué par la nouvelle expression qui revient un peu pour expliquer exactement après la sortie, la conférence de presse donnée par Macron, qui a essayé d'expliquer ce qu'il a voulu dire exactement aux Camerounais, beaucoup plus au chef de l'État. Oui, peut-être il ne fallait pas que ça vienne de Macron. Le Cameroun, c'est un État, comme a dit Thierry, unitaire. Et l'unité du Cameroun, justement, est menacée par ce manque de décentralisation. Parce qu'il faut vraiment que les dispositions de la Constitution soient parachevées, soient acceptées. C'est un État unitaire, comme tout le monde le dit, et décentralisé. C'est deux étapes. L'unité d'abord et la décentralisation ensuite. Nous, on a consolidé l'unité, comme on le dit. Mais maintenant, pour aller à de l'unité à la décentralisation, il faut que le pas soit franchi. Je crois que ce sera la solution au problème anglophone. Bon. Voilà, il faut que la décentralisation soit très vite mise en place. Très bien. Et lorsque vous l'avez évoqué, on peut lire également dans le détective, parlant notamment de ce congrès américain qui embarrasse les sécessionnistes, finalement. Oui, mais je pense qu'on avait discuté de ce problème du congrès de l'affaire des sécessionnistes au niveau du congrès américain. Mais à ce que qu'on sache, le congrès américain se réunit pour parler des problèmes des Américains, pas les problèmes des internationaux. Le Congrès américain discute sur les problèmes américains, sauf si on pense que
le nord-ouest et le sud-ouest sont devenus des provinces des États-Unis pour qu'on en parle au Congrès. Moi, je pense que c'était trop gros. Moi, j'avais dit ici que non. Écoutez, les gars, le Congrès américain a une façon de fonctionner quand il se retrouve. Bon, maintenant, on peut rencontrer tel représentant, tel membre du Congrès ou tel sénateur pour lui parler des problèmes de l'Afrique et autres là. Mais ce n'est pas pour aller... Alors, les Africains continuent toujours de solliciter les efforts, en tout cas de ces Américains et autres, chaque fois qu'il y a un souci. Donc, raison pour laquelle ils peuvent se permettre certaines choses aussi. Oui, mais c'est la raison pour laquelle le journal a souligné. Le problème n'a pas été posé véritablement sur la table du débat. Il y a eu une ouverture où on a justement essayé d'ergoter sur la question et on s'est rendu effectivement compte que les sécessionnistes, comme on les appelle, n'ont pas voix au chapitre. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs il parle d'embarrasser ces derniers, simplement justement parce que quand on a analysé ce problème, dans le fond, on s'est rendu compte que en réalité, il fallait plutôt, c'est un problème camerounais qu'il fallait régler en interne. C'est pour cette raison que nous l'avons toujours dit ici, l'envoi des casques bleus ou des médiateurs internationaux pour la résolution de la crise dite anglophone ne se pose pas encore. C'est un problème qui peut encore être géré. Maintenant, il faudrait justement que les différentes parties fassent assez d'efforts pour impliquer davantage les uns et les autres, pour ouvrir davantage le dialogue. Déjà, vous savez que M. Ayouk, Tabé et compagnie ont déjà la possibilité de voir leur famille au moins pendant 30 minutes par jour, leurs conseils également. Donc, ce sont des avancées. Mais est-ce que cela suffirait à décrisper davantage l'ambiance de ce côté? Pas encore, parce que les tensions continuent à être de mise. Il faudrait maintenant que peut-être qu'il y ait davantage de dialogue, de discussion autour de la crise anglophone et beaucoup plus, parce qu'on parlait de la décentralisation. Il n'y a pas que le problème anglophone, il n'y a pas que le nord et le sud-ouest plusieurs régions sont dans la même tourmente, qui sont confrontées à ces problèmes-là. Il y a également la région du littoral, notamment le département de la Sanaga-Maritime, qui produit, je vous l'ai toujours dit, l'essentiel de l'énergie électrique du Cameroun, mais qui n'a pas de lumière, ça il faudrait le dire. Il n'y a même pas de route. Donc, vivement que il y a du bois, il y a de l'or, tout ça, et l'Est est carrément abandonné. Voilà, donc il faudrait que la décentralisation soit véritablement appliquée pour que, pourquoi pas avec le temps, que tous ces problèmes soient annihilés. Très bien. Et lorsqu'on a fini de parler de ce problème, on parle également de ces congrès, le congrès américain qui embarrasse les sécessionnistes. On va dire également dans la nouvelle expression que le Nord-Ouest voyage, enfin ici il y a un reporter de ce journal qui allait dans le Nord-Ouest, il a voyagé, il a rencontré les uns les autres, il a vécu également la situation qui se déroule sur le terrain. Quels sont les villages abandonnés? Est-ce qu'il y a retour des populations? C'est autant de questions, mais vous avez également parcouru l'article. Oui, il a un reporter, il a fait l'état des lieux de la situation dans le nord-ouest. L'état des lieux, c'est que les populations ont fouillé leur village. Djini-Kondon, où il a été, il n'y a plus personne là-bas, parce que les populations ont fui de peur des représailles. Et là, les populations se trouvent entre le marteau des forces de défense et l'enclume des sécessionnistes. Parce qu'ils disent qu'ils subissent en même temps les exactions des forces de l'ordre que du sécessionnement. Là, c'est sur le terrain qu'on est allé constater ça. Mais en tout état de cause, il n'y a pas de vie dans le village, dans plusieurs localités, que ce soit de Ninkom ou les autres. Bon, on pense que l'aide humanitaire d'urgence est la bienvenue pour qu'elle permette aux gens de se reconstituer. Parce que, effectivement, comme ils ont fui, leurs villages ont été brûlés et autres là, ils n'ont plus d'assises. L'argent là pourra leur aider à se reconstituer. Mais il faut dire qu'au-delà de la reconstitution, c'est des gens qui sont en brousse depuis plus de 6 mois à 1 an. C'est-à-dire qu'ils sont désocialisés. Très bien. Ils vivent une situation qui n'est pas la situation ordinaire. Il faut donc que dans le plan humanitaire, qu'on prévoit les formules de resocialisation de ces personnes. Parce que quand on est resté en brousse, quand on a fumé la drogue, quand on a vu du sang, comme on a vu là, comme on a accouché des enfants dans des conditions peu ordinaires, on n'est plus un humain ordinaire. Et donc, il faut leur remettre, parce qu'on a parlé d'aide d'urgence humanitaire, il faut que les pouvoirs publics prévoient cet aspect
de la chose. Très bien, c'est une enquête, en tout cas, un reportage qui a été réalisé par le reporter de la Nouvelle Expression. Et même Mutation a également fait un tour dans le sud-ouest avec ce reportage aussi, un autre grand reportage que je vous invite à lire également dans Mutation de ce matin. Alors, on va parler du plan d'assistance humanitaire, vous l'avez évoqué. Alors, c'est une opération, et si on ravitaillait les sécessionnistes, c'est ce que dit, c'est une question que se pose la Nouvelle Expression. C'est l'organisation formée rhétorique, parce qu'il n'y a pas de point d'interrogation à la fin, mais en même temps, on se pose des questions. À qui va profiter véritablement cette aide? Aux populations qui sont désocialisées, comme l'a souligné Bernard Atana tout à l'heure, à qui on va essentiellement destiner cette aide? Aux gens qui sont dans la brousse, qu'on doit resocialiser, qu'on doit ramener, qu'on doit reconstruire. Il parlait tout à l'heure, le reporter de la Nouvelle Expression parlait de Dimécon, où vous vous rendez compte que même l'unique hôpital catholique ne fonctionne plus normalement, parce que même les médecins qui avaient signé des contrats, sur 6, 3 ont démissionné, 3 ont rompu leur contrat de manière unilatérale. Même l'ambulance qui permettait justement l'évacuation des malades a été incendiée par ces personnes qu'on qualifie d'ambazoniennes. Que se passera-t-il véritablement sur le terrain? À qui sera destinée cette aide? Est-ce qu'on va construire des écoles qui seront par la suite brûlées par ces personnes? Est-ce qu'on va reconstruire des maisons qui seront par la suite incendiées? Que se passera-t-il? Parce que pour moi, ce n'est que... Mais dans le plan d'urgence, quand même, ce qui a été évoqué dans le plan d'urgence, c'est qu'il faut remettre à jour ce qui a été détruit. C'est ce que nous disons. Ça c'est vrai à quoi de construire pour détruire par la suite. Il faudrait donc d'abord... Ça a été détruit par qui? C'est la question. C'est la raison pour laquelle on appelle toujours une fois de plus au dialogue des différentes parties, que les uns et les autres comprennent, parce qu'il y a des avocats, des personnes incarcérées qui estiment qu'il faudrait que l'armée, qu'il faudrait démilitariser la zone, mais jusqu'où et pourquoi? Parce que tout le monde sait, ok, l'armée va baisser les armes et les sécessionnistes feront comment? Les autres, les gens qui sont en Bastille, les gens qui sont enfuis dans les bourses avec, vous avez vu, avec des arbalètes, avec des armes de fabrication artisanale, vont-ils également baisser les armes? Il faudrait justement que l'on trouve une formule qui s'y à tout le monde pour que le dialogue et que la paix reviennent dans cette partie du pays. Alors, donc le plan d'urgence humanitaire arrive à bon point, peut-être? Oui, vous avez parlé de sécessionnistes. Flavien, ce n'est pas des gens qui sortent de la cuisse de Jupiter, ce n'est pas des gens qui sortent de la planète Mars, c'est des gens qui sont avec nous tous les jours, avec les populations à Bamenda, comme que ce soit à Bouya. Et donc, par conséquent, ils vont bénéficier de cette aide d'une manière ou d'une autre. Ils sont capables peut-être de prendre une autre phase quand on donne de l'aide et reprendre leur phase de sécessionnisme quand ils ont eu de l'aide. Voilà. Mais en tout état de cause, l'aide là est destinée aux populations du nord-ouest et du sud-ouest. Or, les sécessionnistes sont du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, par conséquent, ils ont droit à cette aide humanitaire, quitte à eux de revenir à de bons sentiments. Voilà. Mais la recherche ici, c'est revenir à de bons sentiments, carrément, ramener la paix, la sérénité dans ces différentes régions et soutenir ceux qui ont été tout au moins dépouillés de leurs biens, par exemple. C'est le souhait de tout le monde parce que ça commence à trop faire. Quand tu suis les réseaux sociaux, il y a une qui se proclame générale des Ambazoniens Défense Force, qui dit qu'elle va faire tuer, et toi aussi, et toi vient dans le sud, elle va faire tuer, et Kema n'est pas... Donc, ça va dans tous les sens. Donc, il faut que la paix revienne. Pour que la paix revienne, il faut mettre des moyens. Il faut mettre des moyens. On a parlé d'un dialogue. Mais le discours officiel dit que tout ça participe de ce qu'on appelle le dialogue. C'est-à-dire que l'aide humanitaire qu'on va donner, ça fait partie du dialogue dont on... Très bien. Alors, le plan d'assistance humanitaire, c'est dans la Nouvelle Expression en page 2. D'autres tabloïds évoquent également le sujet. On va parler de ce que nous propose le quotidien Le Jour, avec 31 morts à Ndikinimeki, donc les causes de l'accident, et même les acteurs impliqués dans cet accident. Oui, les causes de l'accident ne sont pas très connues, mais ce qu'on sait, c'est qu'autour de 3h30, 4h, le véhicule a perdu la route et a traversé un pont et allé percuter soit un arbre. Et puis, les gars, c'est à peine si le véhicule n'a pas pris feu. Sous le choc, les gars ont souffert entre 4h le matin et 6h quand le premier habitant est venu découvrir cette poster dans la broussaille. Parce que
effectivement, il n'y avait pas moyen, à partir de la route, de savoir qu'à l'intérieur, il y a des gens qui étaient en train de souffrir. Certainement, il y en a qui sont morts parce qu'ils se sont vidés peut-être de leur sang, parce qu'ils ont souffert. Il y avait moyen peut-être de secourir. Bon, c'est dommage qu'on puisse savoir que des gens sont morts dans ces conditions. Mais il faut le dire pour dénoncer l'attitude aussi des chauffeurs. Quand ils sont partis de Yaoundé très tôt le matin, très tôt à minuit et autres, et à 4 h du matin, à 3 h 30, ils sont dans la bourgade. Ça veut dire effectivement que le chauffeur n'a pas pris le soin de se reposer, de dormir par exemple. Thierry Niopé, lorsqu'on parcourt l'article, les réalités sur le terrain, les responsabilités sont partagées quand même. L'état du chauffeur, l'état du véhicule, les responsables sur le terrain, l'état de la route, chaque pan de ce processus est responsable quelque part. Vraiment, Flavien, quand on regarde les images que nous avons vues tout au long de ce week-end, on a de quoi perdre son latin. Parce que voir la dignité humaine aussi bafouée, aussi perdue de manière aussi légère, on a de fortes raisons de couler des larmes. J'ai vu des enfants, je vous assure, des enfants qui n'avaient certainement pas l'âge de mon premier fils, et encore moins des autres. Ce sont des images qui font mal. Maintenant, à qui incombe cette responsabilité, on ne saurait le dire d'emblée. On ne peut pas accuser l'état du véhicule, parce qu'on n'a pas vu cet état en lui-même, parce qu'il circule quand même. On continue à croire qu'il y a des visites techniques au Cameroun. On ne peut pas accuser l'état de la route, parce qu'on ne nous a pas dit que le véhicule a heurté un trou ou qu'il y a eu un tonneau ou quoi que ce soit. On accuse davantage, on parle davantage de causes humaines. C'est pour cette raison qu'on interpelle une fois de plus les conducteurs de ces engins, que quand vous le faites, quand vous pratiquez ce genre d'activité, il faut davantage être responsable parce que vous transportez des vies humaines. Une dignité, la vie humaine n'a pas de prix. Une seule vie n'a pas de prix. Il n'est pas pardonnable de perdre 31 personnes dans des conditions aussi légères. Vivement que les uns et les autres prennent davantage conscience de cela. Il fait un temps, à l'époque où le ministre Bello Bouba, le ministre d'État, Bello Bouba était encore ministre des Transports, on avait instauré la suspension des voyages de nuit. Les gens sont montés sur les plateaux pour dénoncer à Dia que c'était pas normal. Il y a des gens qui voyagent de nuit pour aller vaquer à leurs occupations. Et parfois, beaucoup profitent justement de cette traversée nocturne-là pour s'endormir dans les véhicules. Et mettez-vous à la place parfois de ces gens qui conduisent ces véhicules. Quand quelqu'un dort à côté de vous, nous qui sommes des chauffeurs, ça peut également vous entraîner, ça peut, de cause à effet, entraîner également un effet de somnolence. Même si on pensait quand même aux chauffeurs de nuit de dormir en journée. De dormir, oui, mais je vous assure, ça fait quand même cela n'implique pas nécessairement que l'on devrait être éveillé tout au long du voyage, parce que c'est quand même 6 heures au moins. Mais il faudrait davantage prier les uns et les autres que quand on transporte des vies humaines, il faudrait davantage prendre toutes les précautions nécessaires pour que de pareilles choses n'arrivent pas. Maintenant, moi, j'aimerais également dénoncer le silence des autorités administratives de ce pays. Ni le chef de l'État, qui s'était empressé d'écrire au président kenyan lors d'un incendie qui a fait perdre une dizaine de personnes dans un marché. Le chef de l'État écrit quand même au président Kenyatta, mais on ne comprend pas le silence qui anime le gouvernement camerounais face à un drame aussi difficile à soutenir comme celui-là. 31 personnes, je crois que cela nécessitait au moins l'urgence d'une intervention, ne serait-ce que par le chef de l'État pour calmer les familles qui ont perdu les leurs. C'est d'autant plus que nous sommes en période de vacances scolaires, et cette route-là de la localité de Boutourou, que je connais bien parce que je suis donc qui n'est pas vraiment une route où tout est bien, ce n'est pas le meilleur des mondes possible. Et vraiment aussi que... Est-ce que vous connaissez une route au Cameroun qui est... Oui, et l'autre davantage, celle de Boutourou davantage. Je pense qu'on doit se pencher là-dessus. Le ministre des Transports et autres doivent se pencher là-dessus. Et surtout que nous sommes dans la période des aides humanitaires. Quand on peut rassembler 1 milliard pour aller donner, je crois qu'on peut aussi rassembler un autre milliard pour réparer la route, parce que décidément on vient à la rescousse de l'État de façon tout azimut. Oui, mais quand on parle justement de plan humanitaire, il ne s'agit pas seulement du nord-ouest, encore moins des routes.
Prenez, regardez, on a suivi un reportage sur Equinox Télévision dans le nord du pays, dans le village, dans la localité du ministre de l'Éducation de base, où des enfants fréquentent, emmènent le sol avec 4 bâtons plantés au sol, des feuilles de raffia posées au-dessus, dans le village d'un ministre de la République. Peut-on me dire que si le ministre de la République ne peut pas faire construire 2 salles de classe, même à 5 millions, quand ces gens cotisent 100 millions, 50 millions, 40 millions, le président du Sénat en a cotisé combien? On a vu, il n'y a pas que dans le nord. Pour ne pas fermer la parenthèse, il y a dans le Oignon, c'est à l'est du Cameroun, le village du ministre de la fonction publique, à côté une école où les enfants ont composé le CEP, avec des ouvertures à tous les niveaux. On a vu des écoles du genre, donc il n'y a pas que dans l'extrême nord. Ce n'est pas pardonnable, Fabien. Si ces gens peuvent cotiser 100 millions, ils peuvent cotiser autant d'argent, mais en fait, c'est même une politique du gouvernement. Hein. Comme vous prenez d'une autre manière, allez savoir les gens qui dépensent, qui cotisent ces 100 millions, combien de francs ils payent les impôts, combien ils dépensent pour payer véritablement leurs employés et combien ils versent à la CNPS. Peut-être le chef de l'État, d'une manière ou d'une autre, veut récupérer ce que ces derniers payent. Les mauvaises langues parlent que c'est la partie, disent que c'est la partie économique des hommes politiques au pouvoir. Très bien. Alors, donc on aura peut-être pas fait le tour, mais on laisse le soin aux lecteurs d'aller découvrir ce que la presse propose dans les kiosques ce matin. C'est le premier jour de la semaine et c'est la première édition de la revue des Grandes Unes. Merci à vous, chers messieurs. Bon retour à vos différentes rédactions. Demain, nous serons encore là. Il sera 9h15. Bonne journée à tous.